Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, je vous fais cette petite introduction au réveil juste avant de publier le podcast. Je suis actuellement dans un hôtel qui surplombe la mer à Ahmed. Je sais pas si vous entendez les vagues derrière moi. Mais je suis très contente de publier cet épisode aujourd'hui qui parle de troubles du comportement alimentaire. J'invite aujourd'hui Alexia du compte Alexia Yoga. C'est une professeure de yoga qui est spécialisée dans la guérison des troubles du comportement alimentaire grâce au yoga, à la relaxation, à la gestion émotionnelle. Et je suis très contente de la recevoir parce que sa sagesse est très très intéressante sur ce sujet qui me tient évidemment très à cœur et je suis contente de vous la faire découvrir. Et si cette interview vous a plu et si vous appréciez le travail d'Alexia, restez connectés parce qu'on va peut-être lancer un concours ensemble d'ici la rentrée. On va parler de comment le yoga peut nous aider à guérir de nos troubles du comportement alimentaire, aussi bien par la philosophie, par le mouvement, par le déblocage des chakras. On va aussi parler d'un sujet que j'adore qui est la diète culture dans le yoga, toute cette culture du fitness et de la grossophobie dans le yoga. Et je vous invite vraiment à aller voir les programmes de yoga d'Alexia si vous êtes concerné par les troubles du comportement alimentaire. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter, de le partager, de nous laisser un petit commentaire et une petite note sur Apple Podcast ou Spotify, ou de nous envoyer un message pour nous dire que ça vous a plu, le partager en story, etc. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très très vite. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Salut Alexia, comment vas-tu ? Je vais très bien Louise, merci. Et toi ? Super bien, je suis très contente de te recevoir dans mon podcast. Ça fait longtemps que j'y pense et je suis très contente d'aborder les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, donc le sujet du yoga et aussi des troubles du comportement alimentaire, qui sont 2 sujets qui me tiennent à cœur et je sais que pour toi aussi. Complètement, oui, et merci de me donner la parole. Et je sais que c'est aussi un sujet qui touche beaucoup de mon audience. Et j'en ai déjà parlé ici. Et c'est marrant parce que la plupart des gens qui commencent à venir me consulter ont à peu près tous ce point en commun-là, en fait, d'avoir vécu des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, j'espère que ça sera riche et instructif, j'en doute pas. Est-ce que tu peux commencer par tout simplement te présenter pour ceux qui te connaissent pas ? Alors oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Alexia, j'ai 34 ans et donc j'ai souffert d'un trouble alimentaire qui est l'anorexie mentale pendant un long moment, de toute petite jusqu'à l'âge de 30 ans environ. J'ai eu une toute autre vie avant le yoga. J'étais directrice marketing, j'ai beaucoup travaillé dans le digital, le e-commerce et notamment en Chine. Et le yoga m'a aidée de bien des manières, et notamment sur le chemin de la rémission et celui de la guérison par la suite. Du coup, j'ai essayé de questionner ma pratique et mes compétences. Je suis devenue professeure de yoga concernant la pratique. Et concernant mes compétences, je me suis dit que ça avait du sens de mettre le digital au service du yoga et très particulièrement de personnes qui ont un rapport à l'alimentation compliqué en tant que prévention
ou en tant qu'accompagnement un peu plus curatif. Et donc, j'ai lancé Yoga and Peanut Butter il y a maintenant bientôt 2 ans, avec un retour en France. Donc, changement de vie à travers le yoga et transformation finalement de ce parcours de la maladie, entre guillemets. Voilà, et aujourd'hui, je vis dans le sud de la France, entre le sud de la France et Paris. Et je suis ravie d'accompagner des personnes sur le chemin de un peu plus de l'équilibre et de l'acceptation de soi. Trop bien. Ça s'est fait comment ta rencontre avec le yoga du coup? Alors ça s'est fait dans un cadre pas du tout équilibré justement. J'étais à l'époque très très occupée par mon travail. Je travaillais 6 jours sur 7, de 8h à 20h avec des trajets qui n'en finissaient pas. Et je sentais que j'avais besoin de respirer. Je faisais beaucoup d'apnée en fait respiratoire et ce qui augmentait mon anxiété, je pense. Et j'ai commencé par un challenge online avec une fille qui s'appelle Adrienne. Je pense qu'elle a un compte qui est assez connu aux États-Unis, qui s'appelle Yoga with Adrienne. Ouais, je suis déjà tombée dessus sur YouTube. Ouais, donc maintenant, elle est vraiment, elle a une super communauté, parce que je pense aussi qu'elle a une approche très bienveillante, en fait, et un peu entière. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. J'ai commencé comme ça. J'étais encore, sans le savoir, vraiment malade, entre guillemets, enfin, en rémission. Et du coup, ça m'a permis de respirer d'abord, cette approche du yoga. Et puis, petit à petit, à l'issue des 30 jours, de réaliser que mon corps était vivant, enfin, pouvait bouger. Donc, j'ai réalisé que je pouvais respirer, que mon corps pouvait bouger différemment, en fait, que c'était pas une masse horrible de poids et de poids autant dans la matière que dans ce qu'il représentait de poids dans ma tête. Sauf que à l'issue de ça, j'ai continué de façon pas très équilibrée. Et j'ai fait ce que j'appelle de la yogarexie, c'est-à-dire garder, en gros, appliquer tous les symptômes de l'anorexie ou de l'orthorexie au yoga, avec une approche qui est loin finalement de l'équilibre et de la modération et de la bienveillance envers soi-même. Donc voilà, j'ai commencé le yoga pas du tout de façon traditionnelle, avec des réseaux et pas très bien finalement. Comme quoi tout est possible, hein. On peut commencer en se trompant un petit peu de chemin, entre guillemets. Mais je crois que le yoga fait le sien, en tout cas, et petit à petit nous porte vers la juste voie. Du moins, c'est ce que j'espère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça a été quoi tes déclics à la fois pour comprendre en fait ton état de santé et en même temps pour décider de devenir professeur? Alors, l'état de santé était assez clair, c'est-à-dire que je n'étais plus du tout dans le déni vis-à-vis de l'anorexie. J'avais déjà repris une vingtaine de kilos. J'étais très consciente de ce qui m'était arrivé et un peu moins de ce qui était en train de m'arriver en termes de rémission, parce que j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me poussait à faire des détox, des jeûnes et puis d'autres pratiques me rassurant finalement dans le fait que c'était toujours là, un peu comme cette idée que beaucoup mettent en avant, que finalement on sort jamais de l'anorexie, ce qui est complètement faux en fait. C'est très compliqué, mais c'est complètement faux. Donc j'étais dans cette phase-là où il y avait encore des résidus comme ça qu'il faut absolument ne pas garder sur le long terme, parce que finalement ce sont des petites graines qui peuvent être arrosées d'autres choses plus tard et repoussées. Donc j'étais plutôt dans cette phase-là, et quand j'ai fait mon yoga teacher training, en fait ce qui s'est passé, c'est que bien au-delà de la pratique physique et théorique, j'étais avec un groupe de personnes venant du monde entier, comme la plupart des trainings de yoga, et j'étais acceptée pleinement là où j'étais et comme j'étais à ce moment-là.
Et surtout, j'étais aimée de cette petite communauté de personnes sans avoir à prouver ma valeur à travers le travail, à travers mon corps, à travers mon image, à travers mon parcours. Et je pense que ça a été un peu un mix explosif, hein, arrivant au bon moment, qui m'a vraiment permis de réaliser que j'étais pas encore guérie en fait. Enfin, j'avais encore ce rapport à moi-même de fuite en avant, de combattre quelque chose en fait qui était que le combat que j'avais envers moi-même finalement. Mais j'étais dans une forme encore de rigidité, de perfectionnisme, de, de rapport à mon corps et à mon image très perturbée. Et cette expérience-là, en fait, c'est venu désamorcer très clairement tout ça. À ça, c'est ajouté d'autres lectures, et notamment sur le lien entre la spiritualité, le yoga et l'anorexie, qui m'ont fait comprendre, en fait, que je me trompais de façon d'être dans un état un petit peu élevé spirituellement, et qu'il y existait véritablement d'autres façons d'arriver à cet état-là et même d'aller beaucoup plus loin. Et c'est un petit peu la voie du yoga, c'est la voie que propose le yoga. Donc finalement, j'ai réussi à bouger le curseur de la pratique dangereuse et pathologique à la pratique du yoga qui s'avérait avoir finalement les mêmes effets, voire mieux. Donc voilà, donc ça a été un peu une prise de conscience. Je crois qu'à chaque fois, il y a des déclics en fait, autant dans le côté pathologique. Enfin, je voyais bien que parfois je repartais dans des crises d'anorexie suite à, je sais pas, une simple photo, tu vois. Enfin, je me voyais en photo et je me disais non mais c'est pas possible en fait, je peux pas être comme ça et je repartais. Tout comme il y a des déclics dans l'autre sens. Et c'est souvent un cumul d'événements qui font que ces déclics sont possibles. Donc c'est vraiment propre à chacun. Enfin, moi aujourd'hui, je me dis, j'essaye de transmettre les outils pour permettre ces déclics-là dans le bon sens, mais chacun a son histoire en fait. Ça, c'est hyper important de le considérer. C'est trop intéressant. Est-ce que tu peux du coup développer un petit peu ce lien entre troubles du comportement alimentaire et yoga? Peut-être développer ce que tu commençais à dire sur le lien entre la spiritualité, le yoga et l'anorexie. Je ne sais pas si c'est des symboliques ou si c'est de la psychologie. Alors, il y a un livre vraiment que je conseille aux personnes qui s'intéressent particulièrement à ces trois aspects, c'est La fin du vide, donc qui a été écrit par Jacques Vigne et qui met vraiment en lumière l'histoire aussi de l'anorexie à travers la spiritualité. Donc c'est très intéressant de noter que dans de nombreuses religions et spiritualités diverses, il y a la pratique du jeûne pour permettre en fait, outre les aspects santé qu'on peut voir d'un point de vue physique, il y a aussi le fait de clarifier l'esprit et venir nettoyer un petit peu les pollutions mentales. Donc, dans le cadre des TCA, ça peut être les pensées perturbatrices, répétitives, enfin, les obsessions, formes de dépendance. Donc, en fait, le jeûne a beaucoup été utilisé à des fins de santé holistique et a été poussé par certaines communautés, notamment les Jain, qui sont une communauté de femmes principalement, et qui avaient pendant très longtemps le droit de mourir de faim, mais comme une pratique spirituelle. En fait, elles allaient jusqu'au bout du bout qui amenait à la mort. Et quand le Bouddha, en fait, a eu cette expérience de jeûne prolongé et a réalisé qu'il approchait lui-même de la mort, ce qui a donné d'ailleurs naissance, entre autres choses, à la voie du milieu, les Jain ont arrêté cette pratique-là. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que dans le jeûne, il y a une forme de sensation d'élévation de l'esprit, mais qui peut être dangereuse, en tout cas aujourd'hui vraiment proscrite dans les communautés, dans quasi toutes les communautés religieuses d'ailleurs. Hein. Personne aujourd'hui en 2022 ne meurt de faim par dogme ou par croyance. Donc ça, c'est très important de le dire aux personnes qui
vont dans cette voie-là parce que ça leur apporte quelque chose d'un point de vue spirituel. C'est pas du tout, en fait, validé, entre guillemets, premièrement. Et deuxièmement, en quoi, en fait, le lien entre anorexie, yoga et spiritualité se fait, dans le sens où le yoga permet, en tout cas, ouvre la porte vers une certaine spiritualité qui n'est pas religieuse, qui peut l'être peut-être avec ceux qui font des liens avec l'hindouisme ou le bouddhisme quand il s'agit du yoga tibétain. Mais l'idée, c'est que le yoga apporte en fait une considération du corps, du mental et de l'âme. Euh, donc a une dimension spirituelle et surtout apporte un cadre en fait, va apporter des connaissances solides, un cadre et des pratiques vérifiées, validées depuis très longtemps, avec une possibilité du fait que ce soit une très très large base de connaissances et de pratiques, une possibilité à tous en fait de trouver quelque chose qui lui convient, que ce soit uniquement de la pratique physique, du pranayama ou de la méditation, ou encore mieux, tout ça au bout d'un moment, parce qu'on se rend compte que tout est complémentaire et qu'il s'agit toujours d'aller vers plus de connaissances. Donc le yoga, ça vient aider les personnes en fait qui sont un petit peu en recherche de spiritualité et pas forcément dans la religion, et surtout qui ont envie d'aller vers de l'équilibre et de l'harmonie, de trouver des solutions en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et aussi, il y a un autre aspect dans le yoga qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est le fait que les connaissances soient quasi infinies, en fait. On peut passer toute sa vie à lire des livres de yoga et pratiquer. Enfin, c'est très, très vaste. Et pour moi, c'était aussi une forme de nourriture du mental qui ne m'était pas proposée, en fait, dans les autres accompagnements. C'est-à-dire que j'ai fait des soins énergétiques, j'ai vu des psychologues, j'ai échangé avec beaucoup de nutritionnistes ou voilà, à la fin, je me disais, bon, très bien, en fait, on me propose quelque chose, mais moi, ça me nourrit pas et ça m'émancipe pas. Et je trouve que le yoga, c'est ce qui permet l'émancipation, c'est ce qui permet une certaine nourriture de l'esprit et ce qui permet un cadre et l'ouverture vers une spiritualité qui n'est pas dangereuse. Alors, bien sûr, hein, il y a toujours des, des dérives, hein. Il faut être super bien guidé par des professeurs qui sont bien formés, par des pratiques validées et non pas aller vers un petit peu une tambouille New Age. Une tambouille New Age. Ça, c'est sûr. Et je trouve que dans la naturopathie, il y a ça aussi. Il y a cette forme de nourriture, en fait, pour le mental, qui est super intéressante, et cette forme d'émancipation également. Donc, super intéressant aussi de regarder de ce côté-là, si le yoga, c'est pas du tout la tasse de thé de certains. Enfin, moi, je trouve qu'il y a de quoi faire aussi avec la naturopathie et très certainement avec la médecine chinoise et avec d'autres approches que je connais pas forcément, mais en tout cas qui sont très holistiques et validées et encore une fois safe, voilà, qui amènent pas vers des dérives. Parce qu'à l'époque, moi, je m'intéressais à la spiritualité et par bribes de choses à droite à gauche. Euh, et ce qui m'apportait vraiment la sensation d'être au-delà de tout, c'était le fait de pas manger. Mais du coup, c'était complètement faux. Et dernier point par rapport à ça, c'est je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement guidé, et c'est très important de l'être. Je pense qu'on trouve beaucoup d'informations online, on arrive à se débrouiller tout seul, en gros. Mais voilà, je trouve que c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, et il faut vraiment ne pas avoir peur de demander de l'aide, de demander de la guidance, d'être dans le cadre d'un rapport aussi élève-professeur, et même on est au même niveau, hein. Enfin, c'est pas un rapport hiérarchique bien évidemment, mais en tout cas un lien de confiance et de guidance, et aussi de ne pas rester isolé, parce que le groupe, là, pour le coup, sur des pathologies comme ça, sont très importantes, en fait. Enfin, le groupe est vraiment quelque chose de clé. Donc, et ça se retrouve aussi quand on pratique avec une communauté de yogis, entre guillemets, et dans un environnement spirituel donné. Voilà un petit peu pour le lien yoga, spiritualité et troubles alimentaires.
Merci d'avoir partagé tout ça, c'est trop intéressant. Je vais aller lire le livre que tu as cité et que je vais mettre en référence dans la description du podcast. Et merci d'avoir parlé de la naturopathie. Effectivement, moi aussi, c'est un peu mon cheval de bataille et je me spécialise aussi un peu malgré moi parce que c'était pas forcément mon intention de base sur l'accompagnement naturopathique et les troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que en ce moment, ce que j'ai vraiment envie de partager, que ce soit dans mes accompagnements ou sur ma chaîne YouTube, c'est, enfin, en fait, de quoi on se nourrit. En fait, la nourriture, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est que 10% de ce qui vous nourrit, en fait. Les maladies, elles trouvent leur source dans notre nourriture, mais notre nourriture aussi mentale de qu'est-ce qu'on cultive comme pensée, quels sont nos types de relations, notre communication avec les gens, ce qui nous inspire, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Et donc ouais, c'est intéressant. Bah, je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Alors c'est drôle quand tu dis j'étais pas vouée à ça et puis finalement c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai eu exactement finalement le même parcours parce qu'avec le yoga je savais pas ce que j'allais véritablement faire et proposer. Et puis finalement on se rend compte que toute expérience, même si elle est jugée à un moment donné difficile ou mauvaise ou compliquée, s'avère avoir du sens en fait sur le long terme. Et je crois que c'est très important que qu'on puisse comprendre en fait d'un point de vue aussi personnel, sans qu'il y ait des transferts sur l'histoire des autres, mais ce que sont en fait ces TCA, ces TCA aussi parce que ça vient nourrir une forme de confiance. Et concernant la nourriture, alors il y a le yoga de la nutrition aussi qui est un autre aspect intéressant. Ou dans certains principes comme Socha qui est la pureté. Donc, moi j'en parle beaucoup dans le programme en ligne aussi. Comment en fait on aborde ce sujet de la nutrition, de la pureté, de cette volonté de bien faire qui au final s'avère être destructrice parce qu'elle enferme et qu'on ne peut plus faire autrement. Ça passe par cette idée d'écologie du soi et de nourriture diverse sans enlever bien évidemment la nourriture, les aliments, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est exactement ce que je disais dans la question précédente, c'est comment en fait le yoga vient aider. Là, le yoga, typiquement, il vient nous expliquer quel est son point de vue sur la pureté, quel est son point de vue sur la détox, quel est son point de vue sur la nutrition, et comment en fait on peut cheminer, sachant qu'à la base on part d'un déséquilibre. Comment est-ce qu'on peut cheminer sans avoir des revirements de situation extrêmes, mais petit à petit ramener en fait dans des comportements qui sont déséquilibrés, des connaissances, une confiance et se dire ah ben en fait je vais aller vers ça et ça va être tout aussi chouette. Parce que pour certaines personnes qui vont vers l'orthorexie, elles vont se dire bon en fait tout est certains aliments sont sales ou vont venir m'apporter des impuretés ou je vais devoir faire plein de détox parce que finalement ça vient m'encrasser, etc. Là, le yoga va dire pas forcément. Et même si c'est le cas, en fait, il y a d'autres formes de détox, et notamment la détox à travers la parole, la détox à travers les pensées, la détox à travers la respiration, la détox. Et finalement, ça vient un peu sublimer ce qui était problématique à la base, tout en légitimant une pratique bien-être, yoga, etc., qui est tout aussi valable que de dire, moi, en fait, je mange que du cru, je mange que très peu, ou je mange pas. Voilà, donc je trouve que finalement, on a un peu tout à y gagner en allant de ce côté-là, en ayant plus de connaissances, en fait. Et le centre, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller vers plus de connaissances et ne pas ressentir de la culpabilité en se disant oh, mais waouh, en fait, pendant 15 ans, j'ai fait ça et je sais pas, enfin, c'était nul, enfin, j'ai vraiment, enfin, et avoir cette forme de ressenti, parce qu'on peut tout transformer, en fait. Si on n'était pas passé par là, on n'aurait pas pu savoir. Donc, c'est juste un cheminement, et je crois qu'il faut vraiment le voir comme ça.
Parce que moi, je vois beaucoup de culpabilité chez les gens. Je me dis, mais c'est pas, ça va aider en rien, en fait. C'est juste quelque chose de, faut pas ressasser ce qui s'est passé, mais juste se dire, bah d'accord, ça m'a aidé à avancer. Et qu'est-ce que j'en fais? Ouais, et puis c'est vrai que par rapport à l'orthorexie, donc pour ceux qui connaîtraient pas ce terme, c'est quand on est obsédé par le fait de manger sain et que dès qu'on mange pas sain, après il faut voir comment est notre système de croyance qui fait qu'on met certains aliments dans la catégorie sain et d'autres dans la catégorie malsain. C'est chacun a son jugement, mais par exemple, si vous mangez une pizza et que vous culpabilisez parce que vous vous y connaissez un peu en nutrition et que c'est un combo gluten, tomates et produits laitiers qui est pas forcément bonne pour votre système digestif. Mais en fait, il n'y a pas que les aspects négatifs, en fait. Il y a aussi le fait que vous avez passé un moment de plaisir intense, un moment convivial, un moment de partage avec vos amis. Et ça aussi, ça vous a nourri, en fait. Donc au final, la balance, bah, elle est équilibrée. Exactement, oui. Et alors hier, c'est drôle qu'on mette le doigt sur l'orthorexie ici. Je lisais que il y avait parmi les orthorexiques à plus de 80% des profs de yoga, des nutritionnistes, des personnes qui ont une carrière dans le sport, donc coach de sport ou sportif, des chanteurs d'opéra, des danseurs. Donc ce sont souvent des personnes qui ont une connaissance très fine finalement de la nutrition, du bien-être un petit peu holistique, enfin, etc. Et qui finalement se laissent un petit peu enfermer petit à petit par tout ça et ne peuvent plus en sortir. Alors il y a beaucoup de comparaisons avec l'orthorexie et les troubles obsessionnels du comportement. À la différence de de l'anorexie, souvent les orthorexiques n'ont pas la valeur du poids en fait. Elles veulent pas forcément perdre des kilos sans fin, mais elles ont cette même forme de rigidité et de contrôle extrême de l'alimentation en dépensant des sommes astronomiques au-delà du budget qui leur est permis dans des aliments, dans des super aliments ou autres. Je ne dis pas que c'est pas bien hein, d'acheter des super aliments, mais simplement d'être enfermé en fait dans sa pratique et dans ses croyances, qu'il s'agisse d'orthorexie ou de yoga en général. Hein. Il y a des personnes qui se mettent des stress incroyables pour pratiquer tous les jours le yoga et qui se mettent dans des états de stress hein, assez importants. Bah, c'est forcément contre-productif. Et c'est pas évident, en fait, de trouver sa voie, de trouver son équilibre et comment pratiquer. C'est aussi une question de mode de vie. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a l'espace? Est-ce qu'on a le silence parfois? Voilà, quels sont les choix qu'on fait? Et dans les vies qu'on mène aujourd'hui, je pense que c'est pas évident. Donc voilà, il faut vraiment avoir de la bienveillance envers soi-même et de la compassion parce que finalement, on maîtrise que très peu de choses. Ouais, et puis dans la philosophie du yoga, un des piliers, c'est ahimsa, la non-violence. Et dès qu'il y a de la culpabilité, du contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Ça va pas ensemble avec le fait de prendre soin de soi, en fait. La non-violence, c'est pas uniquement vers l'extérieur, c'est aussi vers soi-même. Et donc, ouais, la Complètement. culpabilité et le contrôle, c'est contre-productif, comme tu dis. Et moi, je dis toujours, vous faites pas de sport, bah, c'est pas grave. Parce que si vous n'avez pas le temps ni l'espace mental pour faire du sport ou du yoga sans que ça soit quelque chose de stressant, bah, ne le faites pas. Bah, c'est vrai que Ahimsa, c'est un bon. Bah, ça a été vraiment dans la lecture de ce que c'est de façon un peu approfondie. Je pense que ça a été un déclencheur énorme dans la guérison de mon côté. C'est-à-dire, est-ce que les pratiques que je commence sont vraiment bienveillantes? Est-ce que je me mets dans des postures où je prends soin de moi, en fait, où je me protège, où j'arrive à nourrir le pardon et surtout la joie, en fait, enfin, parce que finalement, être toujours dans une situation de culpabilité, de regret, en fait, vraiment de pensées négatives un peu polluantes envers soi-même, je pense que ça plombe un peu le mental et tout est à travers ce filtre-là par la suite.
finalement, les pensées passent par des filtres quand elles arrivent. Et de là découlent en fait des actions. Et je me dis, bah, Ahimsa, c'est vraiment le pilier, en fait. Ahimsa, avec Satya, donc la vérité, être vraiment honnête envers soi-même, se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que les limites que j'ai sont bonnes? Ou est-ce que toujours je me fourvoie vers autre chose et j'arrive pas à en mettre finalement? Donc je trouve que c'est pas être dans le monde des bisounours ni dire oui à tout avec un grand sourire, parce que ça pour le coup ça serait pas la vérité en fait, l'authenticité. C'est vraiment arriver à trouver cette balance entre ce qu'il y a de doux et de compassionnel et de bienveillant envers soi-même et envers les autres par extension, et la rigueur joyeuse qu'on peut avoir à mettre en place un mode de vie, des choix de relations, des choix d'alimentation, des choix de pratique, etc. Donc c'est pas mou en gros, parce que moi quand je parle de ça, on me dit parfois oui, mais alors la bienveillance, to be kind, blablabla, c'est un truc d'Instagram. Alors je me dis bah non en fait, là, là en l'occurrence, Ahimsa, c'est pas Instagram qui l'a inventé, ni même les influenceurs sur ce réseau. C'est vraiment quelque chose de sérieux et c'est pas encore une fois tout mou et gentil avec un grand sourire tout le temps. C'est pas ça, et c'est pas juste dire bon bah t'as qu'à penser positif et tout va aller. Bah non en fait, c'est un vrai concept et vraiment il faut arriver à le découvrir. Alors là il y a un personnage qui revient à chaque fois qui est Gandhi. Euh, Personne pourra dire que Gandhi c'est un influenceur tout mou qui fait juste des sourires. Enfin non pas du tout. Enfin il a quand même changé le cours d'un pays et des événements, a été à l'initiative d'événements politiques marquants. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, ça n'a rien de mou et juste dans la bienveillance. C'est de l'action, en fait. C'est concret. Ça passe par du concret. Donc ça permet de se dire, ok, je vais vraiment le faire et c'est satisfaisant de mettre les choses en place dans sa vie et pas juste sur le tapis. Mais le tapis, en fait, le tapis de yoga permet de passer à l'action. Pour moi, c'est un début. En fait, se dire, ok, je vais sur mon tapis et même si je pratique 10 minutes et que par la suite, je lis pendant 10 minutes ou un quart d'heure quelques pages d'un livre intéressant justement sur ces principes-là, bah, petit à petit, ça va venir s'infuser dans la vie hors du tapis. Et ça, c'est super important dans le sujet que moi je traite, donc de yoga et troubles alimentaires. C'est se dire, parfois on n'en peut plus de traiter l'alimentation juste quand on est devant son assiette. Parce que ça fait 1000 fois qu'on se dit que il faut qu'on mange, mais on n'y arrive pas, ou on va manger et puis ensuite on va compenser ce qu'on a mangé. Et puis ensuite, parfois, on a des crises, quand il s'agit d'anorexie boulimie, des crises. Et puis en fait, ça finit plus et l'assiette et le frigo et l'alimentation, ça devient un cauchemar et on n'arrive plus à gérer les sujets de contrôle, lâcher prise, équilibre, etc. Alors que sur le tapis, c'est neutre. On va se dire, bon, bah, ok, je vais sur mon tapis, je vais pratiquer la modération. Et ça, le corps, le mental, il l'enregistre et il l'enregistre pour tout. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour Ahimsa et pour les autres aspects du yoga et pour ce à quoi on est confronté dans la vie. C'est se dire, il y a le principe et il y a aussi l'action concrète et qui n'est pas juste un truc de réseaux sociaux ou des choses dites en l'air. Ça existe véritablement. Il ne faut pas perdre espoir en gros et se dire waouh, j'arrête pas de lire des trucs sur la bienveillance et en fait moi j'y arrive pas. Bah oui, parce qu'il y a des outils pour ça. Et justement, le yoga ou la naturopathie ou autre mode d'accompagnement apporte ces outils-là. Donc voilà, faut pas rester à ce qu'on lit, mais vraiment passer à l'action. Ouais, on va reparler de toutes les dérives d'Instagram juste après. Je voulais juste rebondir aussi, c'est vrai que moi aussi c'est un combat de tous les jours en fait, cette non-violence sur mon tapis et en dehors, notamment dans ma pratique physique. En fait, je suis toujours tiraillée entre faire un vinyasa un peu spicy pour avoir une pratique un peu fit pour être fit
Et en même temps, bah, ça me fait mal au dos, donc ouais, c'est toujours un combat mental. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Enfin, moi, je vois les personnes, enfin, mes élèves, quoi. Enfin, à chaque fois, ce sont pour la plupart, enfin, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui commencent le yoga et qui ont un courage incroyable parce que elles se disent depuis des années que c'est pas pour elles, qu'en fait elles sont pas souples et que elles ont pas le poids qu'il faut pour faire du yoga. Donc, bien évidemment, enfin, ce sont que des croyances. Et dans la deuxième catégorie, souvent, ce sont des personnes qui bah, sont fit, entre guillemets, enfin, pratiquent beaucoup le yoga, sont extrêmement souples. Et dans les deux cas, je vois soit dans le deuxième groupe des personnes qui vont forcer, en fait, qui vont aller dans exactement le même comportement que pousser le jeune jusqu'au max en fait et être dans le contrôle absolu et être dans le toujours plus et pourtant ça va à l'encontre de leur santé. Alors elles peuvent faire les postures, mais elles sont incapables de lâcher prise. Elles sont incapables d'être dans la modération et parfois même incapables d'écouter. Par exemple, quand je donne une posture, elles vont toujours aller plus loin. Alors que non, là, ce qu'il faut, c'est justement être dans le fait de tenir la posture, le fait de ne pas être agité dans le regard, dans la respiration, etc. Elles vont toujours essayer d'aller plus loin. Et donc ça, c'est exactement ça. C'est le comportement alimentaire qui est palpable sur le tapis. Ouais, je vois. C'est complètement ça. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident de se dire bon bah en fait aujourd'hui je vais avoir une pratique toute douce. Enfin, moi le nombre de fois où je me suis blessée à cause de ça parce que justement je faisais des vinyasa comme tu dis un peu spicy. Bah à la fin j'étais là ok bah je me suis blessée bah je peux plus Mm. rien faire en fait. Et donc là Contre-productif. bah, voilà c'est complètement contre-productif. C'est complètement contre-productif. Et puis en plus de ça, j'avais l'impression que après une séance de vinyasa hyper intense, ben j'avais plus trop faim, ça me coupait la faim. Et puis du coup, ben juste un café latte me servait pour continuer ma journée. Et puis de toute façon, je pouvais continuer comme ça. Donc en fait, bien sûr, le yoga donne de l'énergie, mais cette énergie-là, il faut pouvoir la contrôler. Enfin, elle n'est pas là pour alimenter, enfin arroser ces petites graines dont je parlais tout à l'heure qui sont juste de l'ordre du déséquilibre en fait. Donc faut faire vraiment attention à ça. Ouais, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, j'apprécie beaucoup quand quand les profs de yoga disent faites ce que vous, enfin, quand la prof de yoga propose une variation de posture avancée, enfin, tu vois, des versions plus dures ou des versions plus accessibles, et qu'elles disent faites celle qui vous fait vraiment du bien, celle dont vous avez besoin, et pas celle que votre ego vous pousse à faire ou celle que vous vous dites ah ce serait bien que je réussisse à faire ça, mais questionnez-vous sur vraiment, prenez une grande respiration et posez-vous la question de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. Bah ça c'est vrai que ça désamorce complètement toutes les personnes dans un cours qui bah, ont la tendance à comparaison. Donc c'est pas un jugement parce que je pense que naturellement en fait quand on est avec trois personnes on va regarder un peu ce que font les autres et parfois c'est pas conscient du tout. On vit dans un monde où la compétition est là tout le temps donc encore une fois par extension on fait pareil sur le tapis. Et ces personnes-là, effectivement, souvent, alors déjà, elles arrivent dans le cours, elles commencent à faire des postures alors que le cours n'a même pas commencé. Enfin, moi, je suis complètement choquée. Je me dis, d'accord. Alors là, c'est pas du tout, enfin, comment dire, l'approche en tout cas traditionnelle. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, ça me paraît un peu étrange. Et puis ensuite, effectivement, il y a un peu la course à aller toujours plus loin. Et ça, c'est vrai que tout ce qu'on voit sur les réseaux nourrit ça. En fait, il y a des postures, il y a des personnes qui vont tout faire pour aller vers des headstands ou des handstands ou enfin des inversions.
ou tout faire pour aller vers des grands écarts. Enfin, voilà. Et donc, ça, cette obsession, c'est complètement, je sais pas si, peut-être, très certainement que c'est l'ego. Et la plupart du temps, quand on dit à ces personnes-là, justement, fais ce qui te fait du bien, elle va pas aller vers ces postures-là. Enfin, la plupart du temps, elle va aller vers des postures beaucoup plus douces. Enfin, donc c'est juste parfois le fait de mettre en avant, juste dire cette phrase-là est guidée. Et d'où l'importance, encore une fois, d'être guidé et accompagné. Parce que quand on fait tout seul, qu'est-ce qui se passe? On voit des choses online, on fait des cours. Enfin, honnêtement, ça m'est arrivé, donc je dis pas ça encore une fois par critique, mais par observation. On voit les cours online, on voit les profs qui sont beaucoup plus avancés. Waouh, c'est super inspirant. Et on voit tout ce qui se passe sur les réseaux, etc. Et on essaye de faire pareil, quoi, sans jamais qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous stopper. Ouais. Et donc forcément, quand on arrive dans un cours collectif, on se dit non mais attends, moi j'ai fait ça, ça, ça. Enfin, et du coup, on perd complètement le fil de ce qu'est le yoga avec ses très nombreuses postures et surtout ces 80 et quelques postures de base qu'en fait la plupart des gens ne savent pas tenir plus de 15 respirations. Donc, moi je pense que c'est bien de réaliser ça, c'est clair. Ouais, moi je commence à vraiment être fatiguée en fait des cours de yoga qui sont faits par des profs de yoga qui ont été gymnastes avant. Parce que du coup, enfin, c'est challengeant quoi. Tu te dis que c'est ça le yoga en fait, c'est de faire un handstand en grand écart. Enfin, non en fait, Bah ouais. ça fait pas du bien. Moi je me suis foutu la pression pour me dire qu'avant mon yoga teacher training, ce serait bien que je réussisse à faire du pincha, mais en fait, la seule chose que je réussissais à faire, c'était de me faire d'une sciatique, quoi. donc, donc voilà, mais ouais, on va reparler de toute cette diète culture du corps dans le yoga juste après. Pour finir un petit peu sur tous les outils du yoga et des TCA, je voulais que tu nous parles du coup des outils un peu plus concrets entre guillemets, enfin plus physiques et ancrés dans la matière. Je sais que tu avais fait un post sur ou peut-être même un e-book, je sais plus, sur les organes et les émotions et comment tu viens en fait travailler sur le rapport à la nourriture grâce aux asanas en fait du yoga. Alors il y a plein de choses dans les outils. Encore une fois, je me dis, l'idée, c'est de proposer la boîte à outils et de trouver chez les personnes ce qui va avoir du sens, retentir en tout cas le plus. Ça peut être effectivement les émotions, ça peut être les chakras parce que c'est hyper démocratisé aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ça peut être les postures à proprement parler pour des personnes qui sont beaucoup plus dans la pratique physique. Ça peut être des mudras, donc des gestes avec les mains qui sont un peu plus spirituels, on va dire, et de l'ordre un peu du rituel. Ça peut être des mantras. L'idée ici, c'est de voir comment, dans chaque pratique que je viens d'énoncer, on traite en premier l'anxiété et le stress. Donc ça, c'est le premier truc parce que c'est la base, en fait, c'est le dénominateur commun de tous les TCA. Donc, à travers la respiration, il y a des choses très simples, comme la cohérence cardiaque, qui est vraiment une pratique accessible à tout le monde. Et ensuite, des pranayamas un peu plus différents, plus ou moins techniques. Ensuite, il y a tout le contexte. Donc, au-delà de la pratique, c'est-à-dire il y a plein de pratiques, mais il y a aussi le fait de est-ce que vous allez pouvoir pratiquer ou pas, comme deuxième aspect. Premier aspect, on joue sur le stress et l'anxiété. Deuxième aspect, c'est se dire, une fois que vous avez un petit peu mis ça en place et que vous voyez que ça fonctionne, regardez autour de vous, en fait. Prenez le temps pour le faire et on va aller vers d'autres pratiques et notamment celles qui permettent d'aller au-delà des croyances limitantes, de la gestion des émotions. Et sur les émotions, parce que tu en as parlé, c'est comprendre en fait ce qu'elles sont, à quoi elles servent et quelles sont les influences sur les organes et comment les organes, en fait, on peut en prendre soin à travers des asanas, à travers les pratiques que je viens d'énumérer. Donc là, en fait, moi, j'ai proposé à travers effectivement un e-book ce rapport entre chakra, émotion
heure de la journée, pratique des postures. Donc en fait, c'est comme prendre un gros Excel et faire un tableau croisé, tu vois, croisé dynamique. Donc première entrée, les émotions. Donc par exemple, si je prends la colère, où on sait que c'est le foie, la tristesse, c'est les poumons, bon, bah, en partant de là, est-ce que c'est l'émotion qui prime? Tu es souvent en colère ou est-ce que tu es souvent triste ou est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de tes organes? Encore une fois, c'est la porte d'entrée. C'est un peu un travail d'investigation et c'est ce que je dis aujourd'hui à mes abonnés, c'est je peux pas le faire à votre place. Je vous donne la connaissance, mais je peux pas le faire à votre place. Donc, est-ce que c'est la sensation un petit peu désagréable de parfois avoir mal à un organe donné ou est-ce que c'est l'émotion? On va lier en fait ces deux éléments-là ou l'heure de la journée. Parce que à chaque moment de la journée, il y a un organe qui va être un peu plus actif. Donc, pareil, on va essayer de se dire, est-ce que, par exemple, je me réveille la nuit, je ne sais pas pourquoi, toujours à 4 heures du matin. Là, j'ai plus en tête quel organe il s'agit, mais ça peut être, je sais pas, la vessie. Bah, la vessie, ça correspond à telle émotion. Très bien, en fait, il y a quelque chose à regarder vis-à-vis de cette émotion-là. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette émotion-là? Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu la vois passer? Est-ce que tu la contiens? Est-ce que tu la rejettes? Et surtout, est-ce que tu t'y identifies? Parce qu'on s'identifie toujours finalement à nos comportements ou nos émotions. Et là est le problème. Donc le yoga, ça nous apprend aussi à ne plus nous identifier à tout ça et se dire les symptômes, entre guillemets, sont des chances de comprendre ce qu'il se passe et donc passer à l'action avec cette fameuse boîte à outils. Donc là, en l'occurrence, sur les émotions, les chakras, il y a des postures qui sont complètement adaptées à chaque chakra très particulièrement, ou des méditations qui sont vraiment sur les chakras, tous, enfin les principaux chakras, ou un. Et l'idée, c'est de focaliser la pratique sur ça de façon à traiter un petit peu un problème visible. Et avant ça, il faut forcément désamorcer le stress et l'anxiété. Pourquoi? Parce que sinon, on n'y voit pas clair. En fait, le stress et l'anxiété, c'est des lunettes c'est un écran solaire ou des lunettes de soleil ou enfin, des œillères. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Mais en tout cas, quand on est trop stressé, enfin, le mental va trop vite. Enfin, il y a une forme en tout cas, d'accélération des choses qui fait qu'on ne peut pas analyser. Ou alors, on est à bout de souffle. Enfin, on n'a plus du tout de vitalité. Enfin, on est complètement naze. Et là, c'est plus possible. Donc, le premier truc, c'est traiter l'anxiété et le stress. Et deuxième truc, effectivement, aller vers une lecture, une compréhension de tous ces éléments-là. Et après, on se dit, mais oui, moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues vers moi qui me disent, ah, mais tu vois, vers 18h, je fais une crise de boulimie. Systématiquement. Et je lui dis, mais... Et du coup, comment ça se passe, tes relations sexuelles? Et là, elle me dit, mais je comprends pas. Enfin, c'est incroyable que tu me dises ça parce qu'en fait, ça fait maintenant quelques mois que voilà, j'ai des problèmes personnels, intimes, etc. Enfin, et à 18h, en fait, il s'avère que c'est lié au chakra sacré, aux organes génitaux. Enfin, et je suis pas une sorcière. Je veux dire, je suis pas un devin ou j'invente pas. En fait, c'est juste la connaissance est là. Simplement, il faut le savoir. Et cette personne-là, je lui dis, bon, bah, très bien, en fait, ta crise de boulimie, c'est parce que tu as une angoisse par rapport à ça. Il se passe quelque chose et ton corps réagit. Enfin, et la seule façon que toi, tu as de calmer cette émotion et ce qui se passe, en fait, ces messages-là, bah, c'est la crise de boulimie parce que ça te calme. Et véritablement, ça calme, en fait. Sauf que bon, après, on connaît tous les, bien sûr, c'est pas une ode à la boulimie du tout, mais on connaît toutes les répercussions extrêmement négatives qui s'en suivent. Et en tout cas, voilà, elle avait pas vu ça. Donc, effectivement, faire le lien entre tout ça, c'est quelque chose de bon à faire, finalement, parce qu'on peut pas tout deviner et que voilà, les organes parlent, les émotions parlent, tout parle, les moments de la journée, enfin, tout ça. Et c'est bien, effectivement, de le comprendre et d'agir en conséquence. Trop bien, c'est vraiment très très éclairant et je mettrai le lien de ce e-book en description d'épisode et je pense que je vais aller le relire parce que c'est vraiment de la lumière.
Euh, Ouais, trop bien. Est-ce que du coup on peut finir l'épisode par parler de ce sujet qui me fâche énormément et qui te fâche encore plus, je pense, le sujet de la grossophobie dans le milieu du yoga. Donc que ce soit en fait cette image du yoga où en fait on peut faire du yoga que si on est mince et qu'on a le dernier set de yoga Lululemon. Et dans un deuxième temps, tout ce business diet culture dans le yoga, le fitness yoga, le yoga workout, le summer body yoga. Est-ce que tu peux nous partager tout ce que tu as à dire sur le sujet, enfin, en résumé? Alors, le summer body Ouais. yoga, j'adore. Bien Mm. sûr, c'est ironique. Comment dire? Bah, je crois qu'il y a un contexte extrêmement fort qui rapporte beaucoup d'argent, qui est bah, l'industrie Mm. de la diet culture, qui s'initie partout. Et pour avoir travaillé pour des compagnies de régime minceur en ligne, qui à l'époque n'avaient pas la même intention, je vois très bien le mécanisme et je crois que de toute façon, ça fait des décennies qu'on explique aux femmes que leur seule valeur réside dans leur apparence physique et qu'il y a une certaine vérité dans le monde du travail et dans le monde en général, ce qui a donné naissance effectivement à la grossophobie. Donc c'est un peu un cocktail explosif depuis quelques décennies, hein, parce que les mamies étaient au régime, les mamans étaient au régime et nous sommes au Mais ça, régime. c'est clair. Heureusement, on vit dans une époque, heureusement, où on commence à questionner cette diet culture, la grossophobie à travers des initiatives de body positive ou body neutrality ou émancipation tout court de la femme par rapport à ça. Et surtout dans la loi aussi, hein, enfin, notamment sur la recherche d'emploi, etc. Donc bien évidemment, le milieu du yoga n'a pas échappé à ça. Avec des images à profusion de corps minces, élancés, souples, jeunes, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a le fait du jeunisme hein, qui est là. Donc ça fait beaucoup de conditions pour effectivement penser qu'on peut avoir accès au yoga. Et je crois que la plupart des personnes qui en fait donnent cette image-là ne le font pas forcément par au début conscience en fait de la portée du message, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, je crois que continuer à aller dans ce sens-là, c'est un peu se mentir à soi-même et surtout, c'est un peu irresponsable de continuer à faire ça. Donc, il faut continuer de notre côté à faire passer ces messages-là. Et troisièmement, parce que moi, on m'a déjà dit, mais en fait, toi, pourquoi tu viens parler de problèmes de poids et de troubles alimentaires vu ton corps, je crois qu'il faut aussi avoir une forme de recul en se disant que ce que l'on voit en ligne n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est vraiment le principal propos. Ce que l'on voit en ligne n'est pas vrai, n'est pas ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que, non pas que moi, en vérité, j'ai un corps différent, mais j'ai une histoire qui fait que ce corps-là, je l'ai détesté, je l'ai haï, je l'ai meurtri, et j'ai failli le laisser tomber, en mourir. Donc on peut pas savoir ce qui se joue derrière. En tout cas, ça peut être très impactant pour les personnes qui commencent le yoga. Et comme deuxième conseil, je dirais arrêtez de suivre les comptes qui sont toxiques, qui sont toxiques pour vous en fait, parce que ça vous met toujours dans une situation où vous vous sentez pas à la hauteur, pas assez mince, pas assez stylé, pas assez riche en fait, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Payer des retraites de yoga à je ne sais combien à l'autre bout de la planète et des super fringues, etc. Mais en fait, c'est pas la réalité. Hein. On vit dans un monde et dans un pays qui est en train de s'écrouler économiquement et enfin, c'est grave ce qui est en train de se passer. Hein. Enfin, socialement, on n'est pas du tout sur ça. Donc, ne pas croire, se défaire en fait de ces comptes-là. Et surtout se dire que la grossophobie, c'est grave en fait, parce que ça vient alimenter
cette vision du monde complètement déconnectée. Enfin, je sais pas, là on est en plein été, moi je vois pas des gens qui sont des mannequins, tout comme je peux voir à 90% sur Instagram dans la rue, quoi, sur la plage. En fait, ça n'existe pas et la grossophobie devient de plus en plus grave en fait, parce qu'aujourd'hui, avant on parlait d'obésité, donc l'obésité cause des problèmes pour la santé, ça faut pas l'enlever, hein. Enfin, c'est très important de dire que le surpoids peut être dangereux. Et après, c'est libre à chacun en tant que personne qui prend soin de sa santé comme il en a envie. Heureusement, on peut encore faire ça, même si on nous a convaincus de l'inverse avec le Covid. Donc ça, c'est très important de se dire, ok, le poids, le surpoids, mais tout comme le sous-poids pose des problèmes de santé, après, je fais ce que je veux avec ma santé. Et surtout, qu'est-ce que ça peut faire que des personnes aient un poids, je sais pas, jugé trop important, en fait. C'est quoi la norme, en fait? Vraiment, ça vient nous questionner sur la norme, en fait. Quelle est la norme qu'on veut et surtout qu'on veut créer pour nous, pour nos enfants? Moi, j'ai pas envie que, si un jour j'ai des enfants, que ma fille ou mon fils me disent mais maman, je suis trop grosse, ou je suis trop gros, ou je suis pas assez musclée, ou je suis... Enfin, c'est complètement, c'est complètement destructeur. Et en plus de ça, je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres problèmes à gérer d'un tout autre ordre, en fait, vu les challenges qui nous arrivent. Donc, je comprends pas trop, en fait, l'ordre des priorités par rapport à tout ça. Et la haine, parce qu'honnêtement, les personnes qui sont en surpoids reçoivent des commentaires et des messages, mais c'est un truc de fou, en fait. La haine vis-à-vis de ça. Donc ça, il faut le combattre, il faut en parler, il faut se désabonner, il faut se dire que ce qu'on voit n'est pas vrai, il faut se dire que derrière, il y a des enjeux marketing énormes. Enfin, c'est des milliards et des milliards qui sont en jeu, quoi. Et surtout, par rapport à la diet culture, donc ça, c'est ce que je suis en train d'écrire là dans le livre qui va sortir au printemps prochain, c'est la diet culture a très bien compris tout ça. Donc, elle change, elle aussi de positionnement et de message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus vous dire bon, ben, vous arrêtez de manger, il faut que vous maigrissiez, il faut que en X jours, souvent très peu, vous ayez perdu souvent beaucoup de poids. Non, là, on va vous dire mais c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est une approche holistique, les produits minceurs sont vegan, made in France ou made in peu importe le pays dans lequel vous vivez. Et en fait, ils ont très bien compris aujourd'hui que le consommateur ne veut toujours perdre du poids, mais ne veut plus la version extrême de la proposition. D'ailleurs, on voit des rebrandings. Aujourd'hui, Weight Watcher ne s'appelle plus Weight Watcher, mais WW, histoire que, en fait, waouh, mais c'est complètement différent, mais c'est pas du tout différent en fait. Donc ça aussi, il faut faire attention parce que c'est encore là. Et en plus de ça, il y a certaines marques de produits minceurs qui sont complètement mises en avant parce que derrière, il y a toute l'expérience entrepreneuriale, géniale, de la réussite et tout. Enfin, non, stop en fait. Si on vous invite à être dans de la restriction alimentaire, qu'on vous montre des photos avant-après, qu'on ne prend pas en considération votre terrain, votre parcours, votre santé en général, c'est de la diet culture. Donc, stop. Parce que finalement, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour, et même si c'était peu d'argent, peu importe, pour un résultat qui n'est pas là. Hein. Aujourd'hui, on sait que 90% des personnes sur les 5 ans qui suivent reprennent le poids qu'elles ont perdu, voire plus. Et en plus de ça, engagent leur santé sur d'autres plans, notamment la santé mentale. Donc exactement. En fait, stop. Ouais. Et en naturopathie, c'est pareil. Pour moi, tu peux pas faire un accompagnement de naturopathie avec un objectif de perte de poids. L'objectif, c'est de trouver l'équilibre, trouver la santé, trouver l'épanouissement sur tous les plans. Mais exactement. Et en plus de ça, parfois, les personnes qui sont en surpoids, entre guillemets, du fait d'une hygiène de vie qui n'est pas forcément très bonne pour elles sur le long terme, ou du fait, je sais pas, de grossesse, ou de fait de... Il y a plein de choses, ou d'événements, de traumas, etc. Il y a plein de choses qui font que on peut prendre du poids, revenir à l'équilibre, ça leur fait perdre du poids, en fait. Donc, je me dis, mais
c'est juste ça le truc, quoi. Enfin, et moi, je le vois très bien dans des moments où j'ai pris beaucoup de poids du fait de ma reprise de poids, de guérison, etc. Je me suis dit, waouh, mais là, en fait, je vais pas arriver à revenir à un poids de forme normal. Et en fait, bien sûr que si, les choses se sont mises en place. Il faut juste faire confiance au corps qui sait très bien comment faire. Sauf qu'aujourd'hui, on alimente juste l'aspect mental en disant ton objectif c'est ça, c'est la perte de poids, c'est la perte de poids. Et même avec la perte de poids, moi j'ai vu des personnes qui étaient accompagnées il y a plus de 10 ans quand je travaillais dans ce domaine-là, qui ont perdu une quantité de kilos incroyable, qui aujourd'hui je les revois dans des communautés de régime alors qu'elles ont perdu leur poids. Donc c'est une insatisfaction, une colère contre soi-même qui continue parce que le problème n'est pas le poids, le problème c'est ce qui fait naître cette idée que c'est le poids ou l'apparence le souci. Mais du coup, il y a d'autres choses en amont. Et tant que ça, c'est pas réglé, de toute façon, c'est une illusion. Les personnes vont perdre leurs kilos et en fait, elles vont revenir, enfin, si elles perdent leurs kilos de cette façon-là, elles vont revenir à toujours plus ou ça va toujours pas. Bah oui, en fait, parce qu'à la base, il y avait d'autres soucis, quoi. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas facile de le voir. Ça peut prendre du temps, ça peut, pour certains, en fait, jamais être vu et rester là toute une vie. Donc ça, il faut le considérer aussi. On sait pas d'où viennent, on peut jamais savoir d'où viennent les personnes, ce qu'elles ont vécu. Donc, en tant que personne qui accompagne, il faut aussi avoir une compassion et rester à sa place clairement, quoi. Clairement. Parce que Ouais, c'est c'est pas clair. Et facile. puis c'est tout un travail de déconstruction et de libération, mais surtout de déconstruction d'abord parce que on diabolise en fait le poids, la graisse sous-cutanée, alors qu'en fait la graisse sous-cutanée elle est plutôt bonne pour la santé parce que c'est des réserves d'énergie et ça crée même des bonnes hormones en fait dans le corps. Mais on est matrixé parce qu'on a envie de ressembler à Angelina Jolie qui fait du 34 et demi quoi. Et en fait, Ouais, puis encore une fois, c'est vrai qu'il y a le côté santé, et tu fais bien de le dire, parce qu'il y a plein de choses finalement qu'on diabolise alors qu'elles ont leur place, hein. mm, Rien n'a pas sa place en fait dans le corps, clairement. Et puis Angelina Jolie, bon ben au-delà de ces épisodes d'anorexie, euh, encore une fois, c'est pas la réalité. Et même si physiquement elle était vraiment comme ça, est-ce que la minceur achète le bonheur? Ça se saurait. Enfin, tu vois, enfin, je me dis, du coup, les personnes minces seraient les plus heureuses, les plus épanouies, les plus éveillées du monde. Ben, mm. la réalité, c'est que non. Donc, pourquoi, en fait, on veut faire ça? Si ce n'est avoir une valeur sociale, une valeur d'image et une valeur qui est promue sur les réseaux. Oui, et puis qui reproduit au final un système qui est oppressif, quoi. Complètement. Bon, ben voilà, je pense qu'on a bien discuté de tout ça. Merci de nous donner tout ton point de vue par rapport à ça. C'était dense et riche et j'espère que ça engendrera des petites graines dans le cerveau des auditeurs et auditrices sur comment se libérer en fait de tous ces carcans. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont tes projets actuels dont tu as envie de nous parler? Bah, écoute, merci à toi et merci de porter les messages que tu portes. Et je suis contente qu'on en ait des communs, en tout cas, et une approche qui est très complémentaire. Donc, c'est super de participer à ce podcast. Concernant où me trouver sur Instagram, déjà, avec mon compte qui s'appelle Alexia Yoga, où j'indique le programme en ligne, la méthode en ligne qui peut être suivie par tout le monde, qui est accessible à vie et qui est vraiment accessible aussi d'un point de vue du prix, ce qui me tient à cœur. J'ai aussi lancé un compte privé parce que j'en peux plus de l'algorithme Instagram qui nous pousse à faire n'importe quoi et à payer cher pour avoir de la visibilité. Donc j'ai un compte privé qui s'appelle Mon Rituel Yoga, où là il s'agit de
partager du contenu au quotidien avec cette communauté et des cours également toutes les semaines. Et ensuite, je suis en résidence yoga dans le sud de la France, dans un hôtel qui s'appelle le Vieux Castillon, dans le Gard, à côté d'Avignon et de Nîmes. Et enfin, pour le printemps, je vais sortir un livre sur toutes ces questions-là aux éditions Larousse. Voilà, mais ça, c'est dans quelques temps. Il faut déjà que je l'écrive et que je le rende en septembre. Donc, j'ai pas mal de travail. Et ensuite, dernier point, pour tous les professionnels du bien-être, les thérapeutes, les professionnels de santé, les profs de yoga, je suis en train de créer une formation où il sera possible d'utiliser les crédits CPF sur ce sujet-là très spécifique des TCA avec l'hôpital de Lille, donc l'équipe de psychothérapeutes et notamment Vincent Daudin qui est professeur en TCA. Voilà, donc c'est un appel aux personnes qui se posent des questions, qui veulent cheminer, qui veulent avancer, qui veulent être formées, qui veulent faire passer le message, parce que je pense qu'on a besoin de ça, et que vu l'ampleur de la demande et la non-action de l'État, on a besoin d'être nombreux. Donc c'est avec plaisir que j'invite à ce que la communauté s'agrandisse de personnes qui accompagnent. Voilà un petit peu où me trouver, quoi faire. Et puis après, toutes les initiatives sont intéressantes. Donc voilà, je suis ouverte à y participer et à en proposer toujours plus. Trop chouette, trop bien. J'ai hâte de continuer à te suivre. Et merci beaucoup pour ta présence et pour tout ce que tu partages. Merci à toi, Louise. Vraiment, merci beaucoup. Et puis... j'espère que tout ça sera utile aux personnes qui écouteront ce podcast. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne semaine et voilà, à bientôt. Bisous. À bientôt.